Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert des technologies, de l'Éducation nationale chargé de la formation civique. Messieurs et Mesdames les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les universitaires, distingués invités en vos titres, rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs. La communauté universitaire se sent honorée en comptant parmi ses invités de marque plusieurs hautes personnalités politiques, administratives, religieuses de la République et des représentants du corps diplomatique. Ce sentiment est renforcé par la présence en ces lieux des représentants de la famille biologique du président Omar Bongo Ondimba, l'illustre fondateur de notre institution aujourd'hui disparue. J'en profite pour souhaiter à tous, au nom des comités de pilotage et d'organisation, la plus parfaite des bienvenues dans ce qui constitue la principale matrice cognitive de notre pays. Unanimement, il est décerné une mention spéciale à Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Rose Christiane Osuka Raponda, pour avoir cru d'emblée en ce jubilé d'or et pour l'appui financier apporté à l'organisation en dépit des multiples sollicitations dont elle fait l'objet ces derniers temps. Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. C'est avec honneur, émotion et gravité que je prends la parole ce matin devant cette auguste assemblée. L'honneur d'abord d'être un ancien étudiant, un enseignant et le recteur de cette université au moment où elle souffle ses 50 premières bougies. L'émotion ensuite, car c'est un réel privilège de prendre part à une célébration aussi symbolique. La gravité enfin, car j'ai pleinement conscience que ce jubilé s'ouvre à un moment où notre alma mater n'est pas au mieux de sa forme. À cet égard, certains se sont demandé s'il fallait célébrer ce cinquantenaire. D'autres n'ont pas hésité à condamner le principe même d'une telle célébration. Aux uns et aux autres, je voudrais dire que nous avons entendu tout le monde. Pour autant, peut-on imaginer passer sous silence un tel événement? Il nous a semblé que non, car on n'a pas 50 ans tous les jours. C'est le moment de revenir brièvement sur le concept de jubilé. Pour ce faire, je voudrais faire appel au dictionnaire de l'Académie française, dont la 8e édition, qui date de 1932-1935, définit ainsi le nom masculin de jubilé. Il s'agit d'une solennité publique de la loi mosaïque qui se célébrait de 50 ans en 50 ans et lors de laquelle toutes sortes de dettes étaient remises, tous les héritages restitués aux anciens propriétaires et tous les esclaves rendus à la liberté. Il désigne dans la religion catholique une indulgence plénière, solennelle et générale, accordée par le pape à certains temps et en certaines occasions. Voilà pourquoi nous devons mettre à profit le présent jubilé pour remettre toutes nos dettes. C'était d'ailleurs l'objet des États généraux qui ont précédé cette ouverture officielle. Il nous faut donc tirer le meilleur profit des actes de ces États généraux pour chasser de notre maison commune toutes les dettes morales, intellectuelles et matérielles et financières qui nous enchaînent et empêchent notre envol et notre essor vers la félicité promise par les pères fondateurs de la République gabonaise. Oui, c'est par la volonté d'un homme, Albert Bernard Bongo, que verra le jour en 1971 l'Université nationale du Gabon,
qui deviendra l'Université Omar Bongo de Libreville en 1978. Ce défi et véritable pari sur l'avenir aura mobilisé des hommes et des moyens pour faire naître sur les cendres de l'Institut de technologie de la Fédération de l'enseignement supérieur d'Afrique centrale une université nationale dotée de facultés et de grandes écoles. Ce fait peut sembler anodin si l'on ne se souvient pas que l'université de Dakar a été créée en 1957 et celle de Yaoundé en 1961, pour ne citer que ces deux cas, sans remonter aux illustres dévancières de Bologne en Italie et de la Sorbonne en France. Honneur et reconnaissance donc aux fondateurs et à tous ceux, ministres, recteurs, secrétaires généraux, doyens et enseignants ont permis aux rêves de se réaliser. L'Université Omar Bongo fait office de modèle dans notre environnement universitaire, marqué par l'essor de nombreux établissements d'enseignement supérieur privés, porteurs d'une offre de plus en plus diversifiée de formation supérieure et professionnelle. Aider nos pays à faire face à l'ampleur des problèmes de développement socio-économique et surtout aux mutations qui s'opèrent au sein du marché du travail, fortement impacté par l'émergence des TIC et confronté aux crises multiformes qui nécessitent une adaptabilité des filières et cursus académiques aux réalités du terrain. De fait, l'un des défis majeurs à résoudre après 50 ans d'existence demeure l'employabilité des étudiants. Pour ce faire, l'UOB, en tant qu'institution du XXIe siècle, est invitée à devenir davantage un espace de transmission et d'échange dynamique de connaissances et d'opportunités plus virtuelles que pressenties. Elle se doit de s'ouvrir sans cesse, globalisation, sur une interprétation des savoirs et des savoir-faire de plus en plus standardisés. La réforme du système LMD, en vogue à travers l'espace universitaire planétaire, nous démontre à suffisance et nous interpelle à plus d'un titre. Dans ce contexte, les plus hautes autorités de l'État sont déterminées à encourager la réconciliation de l'UOB avec son ambition originelle d'être une entreprise de génie civil et de technologie éducative de pointe, à accompagner sa modernisation administrative accélérée, à acter sa connexion urgente au monde extérieur, ainsi que la professionnalisation de ces filières par l'introduction d'un socle commun de compétences, encore appelé département d'études transversales, à revaloriser nécessairement la condition enseignante, à promouvoir une nouvelle approche de la culture syndicale et de la négociation avec les diverses administrations et la tutelle, portée par des synergies partenariales. Enfin, l'évolution historique de l'UOB, parfois mouvementée, montre malgré tout qu'elle a, grâce à la vision et à la clairvoyance conjuguée des autorités gouvernementales et électorales, les capacités de répondre aux défis globaux de la formation complète du capital humain, de la transformation en profondeur de sa gouvernance et de ses structures, notamment dans le domaine des infrastructures en vue de l'amélioration significative du vivre ensemble sur le campus. Distingués invités en vos rangs et qualités, bonjour. Je suis Linda Bongo Ondimba et j'ai l'immense privilège de prendre la parole aujourd'hui au nom de la famille Omar Bongo Ondimba. C'est alors en 1970 que M. Omar Bongo Ondimba et son gouvernement prenaient la courageuse décision de créer une structure d'enseignement supérieur qui s'appelait alors l'Université nationale du Gabon. C'est en 1978 que cette université prenait le nom de son fondateur. Il est reconnu de tous. Omar Bongo Ondimba aimait énormément la jeunesse gabonaise. Elle était sacrée pour lui. Il a œuvré pour son épanouissement et pour qu'elle soit représentée à tous les niveaux. Pour lui, la jeunesse était le Gabon de demain. Aujourd'hui, c'est avec une immense émotion que nous réalisons que son œuvre non seulement a perduré et que cette université est devenue maintenant la mère de toutes les écoles d'enseignement supérieur du Gabon. Il est de notre devoir
de reprendre le flambeau et d'apporter notre pierre à l'édifice. C'est pourquoi la Fondation Omar Bongo Ondimba, dont je suis le porte-parole et dont la devise est paix, science, culture et environnement, par ma voix, s'engage aujourd'hui à la construction d'une résidence pour les femmes qui souhaitent vivre sur le campus et d'une garderie pour celles qui ont des enfants pour pouvoir mieux suivre les cours. Je termine. Vous avez une portion. Dans une portion, il y a qu'à écouter l'éloquence. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique accrédité au Gabon, Monsieur le recteur de l'université Omar Bongo, Mesdames et Messieurs les responsables administratifs, pédagogiques et scientifiques de l'université Omar Bongo, Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs, très chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est lundi 20 décembre, aux environs de 14 h, que j'ai reçu le double appel du président du comité d'organisation du cinquantenaire de notre université, mon frère, collègue et ami Jean-François Ouaille, et du recteur de l'université Omar Bongo, mon aîné, le professeur Mesmin Noël Soumao. Tous deux me demandaient de faire un miracle en moins de 2 jours pour préparer une leçon inaugurale, si tant est qu'il s'agisse d'une leçon inaugurale que je vais vous présenter aujourd'hui, à prononcer ce matin, car, ont-ils argumenté, toutes les personnalités sollicitées pour cet exercice se sont désistées au dernier moment. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre, la seule raison qui a fait que j'accepte cette épreuve redoutable est le fait que je ne peux absolument rien refuser au professeur Soumao, un aîné si exemplaire. Les gens de ma génération, moi le premier, nous lui devons tout. Je dois à Mesmin Noël Soumao et à Hugues Moukaga d'être professeurs titulaires aujourd'hui, et cela grâce à leur travail remarquable dans le montage de nos dossiers de candidature au CTS du CAMES. Je sais que j'ai pris un très gros risque. En même temps, je sais compter sur votre indulgence, à vous, Monsieur le ministre, à vous, chers collègues, pour pardonner les éventuels manquements et les imperfections éventuelles d'une leçon inaugurale, ou prétendument leçon inaugurale construite en si peu de temps. Je ne boude évidemment pas le plaisir et l'immense honneur d'être celui des professeurs titulaires choisis par l'administration universitaire, même si c'est par défaut, pour cet exercice forcément valorisant. C'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'humilité que je vais essayer de me jeter dans l'eau. Quand le vin est tiré, il faut le boire. J'ai intitulé cette leçon inaugurale, ou prétendument leçon inaugurale, l'université Omar Bongo 50 ans après, et si on osait l'université. 3 points de suspension. J'ai organisé ma monstration, ou tentative de monstration, en 4 articulations. La première articulation rappelle brièvement ce qu'est l'université. La deuxième articulation esquisse un bilan résolument sommaire de l'Université nationale du Gabon, puis l'Université Omar Bongo, de ce premier cinquantenaire. La troisième articulation insiste ce qui, pour moi, est la cause de la dégradation continue de l'Université Omar Bongo. Et la quatrième articulation est une somme de propositions, une sorte de modus operandi pour réinventer notre cher UOB et faire que les célébrations de son centenaire en 2071 soient plus riches en couleurs. Qu'est-ce que l'université? Nous savons tous ce qu'est l'université
Je n'ai donc pas, chers collègues, la prétention de vous enseigner ce qu'est l'université. Nous sommes des autochtones de l'université. Mais nous devons reconnaître et rappeler simplement les définitions encyclopédiques. Ici, je n'ai pas la prétention de vous faire une présentation doctrinale de ce qu'est l'université dans son universalité, depuis Bologne en passant par la Sorbonne. Je voudrais juste rappeler quelques éléments de référence encyclopédiques et rappelés. Donc, le mot université vient du latin Universitas Magistrorum et Scholarium, qui désigne à l'origine cette corporation des enseignants et des étudiants dans une même ville. On va faire un bond en avant pour nous retrouver aujourd'hui. Pour dire simplement les choses, l'université est une institution d'enseignement supérieur, d'études et de recherche constituée par la réunion de divers établissements nommés suivant les traditions: des collèges, des facultés, des instituts, des départements, des centres, des sections, des unités de formation ou écoles spécifiques, mais aussi des bibliothèques ou ateliers, des médiathèques, parfois même des musées, formant un ensemble administratif cohérent avec un statut de droit défini qui peut être public, qui peut être privé, et même parfois les deux. Dans l'université, et sous cette égide légale et administrative, vont être rassemblées la production scientifique, élément essentiel de caractérisation et de classement des universités, la conservation du savoir et des données à travers les publications et les bibliothèques, et la transmission des savoirs à travers les études supérieures dans différents champs de compétences choisis par et pour l'université, et bien entendu les certifications que cette université délivre. L'université est donc à la fois un lieu de formation et de recherche. Je voudrais insister, chers collègues, je ne sais pas si mon propos aura un semblant de pertinence, mais je voudrais insister sur formation et recherche, et mettre en gras recherche. En plus d'enseigner, donc les enseignants-chercheurs que nous sommes, et même les chercheurs, parce que dans des grandes universités, les centres de recherche y sont intégrés aussi, nous avons l'obligation d'entreprendre des recherches originales dans nos domaines de spécialité, le tout sur la base de nos intérêts, hypothèses et même parfois simple intuition. Ainsi donc, l'université a-t-elle pour mission singulière de faire avancer les connaissances dans tous les domaines et d'en diffuser les résultats, urbi et orbi, à l'ensemble des citoyens et citoyennes du monde. Dans son fonctionnement, et vous comprendrez ma chute lorsqu'il s'agira de parler de l'UOB d'aujourd'hui, l'université est une institution publique ou privée, parfois les deux comme je l'ai dit plus haut, autonome, qui ne dépend en réalité ni des religions, ni des gouvernements. Nous comprendrons tous le problème existentiel de l'UOB d'aujourd'hui. Cela signifie que chaque université définit elle-même le contenu de ses enseignements et de ses recherches. Toutes les recherches qui ont cours sur les priorités qu'elle se fixe et les champs d'intérêt de ses acteurs académiques et scientifiques. Les gouvernements ne peuvent pas imposer aux universités, bien qu'elles soient subventionnées par le pouvoir public, leur vue sur ces savoirs, ni influencer sur le choix des acteurs pédagogiques et scientifiques normalement. Tout ça fait partie des franchises universitaires, c'est un principe sacro-saint. Voici, chers collègues, ramasser quelques éléments sur ce qu'est l'université. Et nous allons ensuite comparer cette donne théorique avec ce qu'est notre université Omar Bongo aujourd'hui. Alors le deuxième point, c'est l'université Omar Bongo, 50 ans de réussite, de difficultés et de problèmes aussi. L'université Omar Bongo, monsieur le recteur et monsieur le ministre l'ont rappelé avec plus de pertinence que moi sans doute, est le nouveau nom de l'Université nationale du Gabon. Née en 1971, dans certaines sources, on parle de 1970, mais c'est selon. Cette université est un acte concret de la vision politique d'un homme.
Albert Bernard Bongo, qui a consisté à doter le pays d'une structure de formation de son élite. Il fallait former sur place les compétences nécessaires au fonctionnement de l'administration publique et des entreprises privées. Il fallait avoir le courage. Ainsi, plutôt que de continuer de dépendre de l'étranger, de la France notamment, où ont été formées la plus grande part des élites pré- et post-indépendance, le pays a fait le pari de mettre en place son université, avec U majuscule. Un pari audacieux, un pari exceptionnel. Il fallait le faire, le Gabon l'a fait. Pendant les 2 premières décennies de l'université, j'ai envie de partir de 70 à 90, on peut dire que le pari a été gagné, en ce sens que, et notre ministre l'a rappelé tout à l'heure, notre université a effectivement joué pleinement son rôle de creuset de la formation de l'élite gabonaise. Tous les cadres, sinon presque, sont passés par cette université pour tout ou partie de leur cursus. Ne s'expatriaient alors que ceux des étudiants inscrits dans des filières absentes des programmes offerts ou alors des niveaux supérieurs dont l'université n'avait pas encore de compétences dans nombre de disciplines. Partout dans le monde, et c'est un fait historique que le ministre a rappelé, les diplômés de l'université Omar Bongo étaient reçus à bras ouverts et leurs compétences universellement reconnues. Nous sommes tous des modèles de cette école. Nous avons été en France, nous avons été au Canada, nous avons été aux États-Unis, au Japon et ailleurs, où nous avons été célébrés comme des étudiants bien formés et bien formés par l'université Omar Bongo. L'université Omar Bongo, la matière de l'université gabonaise, a longtemps regroupé l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur du pays, avant les restructurations successives que l'on sait, d'abord avec la création de l'USTM, ensuite celle de l'US et le détachement des grandes écoles et instituts du supérieur en 2002. On le sait aussi, toute cette dynamique, et c'est un grave problème, n'a pas été le résultat d'un projet universitaire nouveau, mais au contraire, la résultante de décisions politiques du gouvernement pour sortir des crises diverses et variées que lui ont imposées l'université Omar Bongo, devenue un véritable champ de bataille depuis 1990 et l'instauration de la démocratie. Pour le gouvernement, il fallait alléger le mammouth pour régler des problèmes qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont finalement jamais été réglés. Délesté de tout ce qui faisait son prestige, l'université Omar Bongo n'a plus été constituée que de 2 facultés, la faculté des lettres et sciences humaines, la faculté de droit et sciences économiques, jusqu'à l'annonce il y a quelque temps de la création de nouvelles facultés qui n'ont d'existence en réalité que cette noble ambition. 50 ans plus tard, 30 ans de confrontation démocratique plus tard, ce qui reste donc de l'université Omar Bongo, c'est cette image d'un navire en perdition. Regardez les célébrations du cinquantenaire. C'est une université solide, c'est une université redoutable, mais c'est une université malade d'elle-même, parce qu'elle est en crise perpétuelle. Et c'est une crise profonde, elle est existentielle, elle est structurelle, c'est une crise sociale. Au moment où nous nous installions, on nous annonçait que les étudiants s'apprêtaient même à vouloir fermer le portail parce qu'ils réclament leur bourse. Quelle inconvenance! Quelle inconvenance quand nous avons notre ministre à l'université Omar Bongo, quand nous avons des invités de marque à l'université Omar Bongo, que l'on envisage de fermer un portail. Le pire, chers collègues, dans cette affaire, c'est que cette crise est devenue une crise pédagogique et même une crise scientifique. On peut
Et on doit pouvoir passer des heures à débattre des mots qui minent notre chère université. Et plus largement, l'université gabonaise. Parce que les problèmes de l'université Omar Bongo peuvent se dupliquer ailleurs. Tout comme les solutions. Mais on s'accordera in fine pour dire que tous les voyants sont au rouge. Je n'ai strictement aucune prétention à faire un checkpoint de l'université, mais ce que je constate, et ce que des collègues avec lesquels je discute constatent aussi, c'est que nous sommes à une situation absolument complexe, avec des structures à l'agonie, conçues pour recevoir 5 000 à 8 000 étudiants, quand la population étudiante à la rentrée 2020 est de 20 000 étudiants. Ou caser les 12 000 autres. Des moyens financiers à la frontière entre normalité et paranormalité. Quand au Cameroun voisin, les universités ont des budgets de plusieurs milliards, notamment dus à des ressources propres, avec des montants que personne ne conteste. Au Gabon, tout est contesté. Une recherche scientifique partielle, malgré des résultats extrêmement satisfaisants. Et c'est le paradoxe de l'université gabonaise. Quand on sort du Gabon, on est souvent cité comme des meilleurs. C'est invraisemblable. Une vie étudiante assignée à l'oubli. Je voudrais citer pour preuve le sport universitaire. Regardons le stade de l'UOB où on a construit des préfabriqués. Où en sommes-nous 10 ans plus tard? Un modèle de gouvernance totalement anachronique. Évidemment, il ne s'agit pas d'une attaque contre le recteur, mais je veux dire que lorsque vous n'avez pas un budget consolidé, vous faites du pilotage à vue avec les fumures qui tombent par hasard. Un mode de recrutement peu propice à la performance. On ne peut pas continuer de recruter des amis, des parents, des recommandations. 3 ou 4 enseignants, quelles que soient leurs compétences, ne peuvent pas recruter un enseignant-chercheur tout seul. C'est un projet d'université de long terme. Et les recrutements doivent se faire sur des bases de compétences. La seule compétence. Une terrible inadéquation entre formation et emploi. Disons-le, chers collègues, quand on voit 1000 étudiants en première année de psychologie, ou en sciences du langage, ou en anthropologie, etc., on doit quand même se poser des questions, parce qu'on sait ce qu'il en est après l'université pour la plupart de ces étudiants. Chaque fois que j'en vois un faire le clando Libreville-Toum, je pleure. Une fracture numérique incompréhensible, incroyable, invraisemblable, à l'heure où l'ordinateur n'a jamais coûté si peu cher. Et, pour finir, un climat social absolument insurrectionnel, où les syndicats ont élu domicile au portail, alors que leur rôle, c'est l'amphithéâtre. Leur place, c'est l'amphithéâtre. En citant ces problèmes, et la liste est non exhaustive, il ne s'agit pas pour moi d'une attaque contre le gouvernement, parce que je pense que les responsabilités sont partagées. Nous savons tous les efforts que fait notre État. Je voudrais citer un seul exemple pour saluer le président de la République, parce que lorsque l'université a décidé de lui décerner une distinction, cela fait partie, si vous voulez, des arguments forts. Il y a quelques années, le président a pris une décision courageuse d'augmenter les salaires des enseignants-chercheurs et des chercheurs, à un moment de crise mondiale extrêmement forte. Je n'ai pas honte de le dire, j'avais 976 000 jusqu'à il y a 5-6 ans. Et grâce à cette décision, mon gestionnaire à la banque m'a appelé pour me dire « Mais vous avez plusieurs millions, on vous propose des services qu'il ne me proposait pas avant. » Donc, il faut bien comprendre, chers amis, que l'État fait de gros efforts. L'État engage beaucoup d'argent. Il y a peu de pays en Afrique qui continuent de subventionner les études de leurs enfants, comme c'est le cas au Gabon. Donc c'est une responsabilité partagée.
l'État a sa part, mais nous, en interne, nous avons notre part. Et nous avons peut-être une part plus importante. Disons-le. Bref, il n'y a plus grand-chose de notre université d'aujourd'hui de commun avec la définition que je vous ai donnée tout à l'heure de l'université. Nous sommes dans l'économie du savoir, nous sommes dans l'économie de la compétition. Les universités sont classées annuellement. À quand l'université Omar Bongo ne serait-ce qu'à la 1000e place du classement de Shanghai? Posons-nous cette question. Pour insister sur ce seul exemple du classement de Shanghai, il est évident que notre université d'aujourd'hui n'est pas outillée pour apparaître, même, je vous l'ai dit, à la 1000e place, parce que ce sont les 1000 meilleures universités du monde, de ce classement qui évalue les universités à partir de critères suivants, nous les connaissons tous. Le nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les anciens élèves, combien d'anciens ont des prix Nobel ou pourront avoir des prix Nobel, le nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les chercheurs, ces chercheurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline pendant les 10 dernières années, combien sommes-nous? Pourtant nous nous pardonnons, hein, professeur, ici on y va, professeur Idiaka, professeur Soumao, professeur Owai, je me contente de ces trois-là, parce que je ne risque rien avec eux. Le nombre d'articles publiés dans des revues de référence, Nature, Science, pendant les 5 dernières années, nous faisons dans l'autopublication et nous ne nous lisons même pas. Si vous regardez le travail d'un collègue ici, vous verrez très peu de citations de travaux des collègues locaux. Et c'est un problème. Cinquièmement, les articles indexés dans Science Citation Index et Social Science Citation Index. Et enfin, la performance académique au regard de la taille de l'institution. Permettez-moi de dire juste un petit mot sur les performances académiques de notre université pour le déplorer. Le président Bongo avait fondé cette université pour qu'elle règle un problème au moins à la base. Ces bacheliers devaient être formés ici. Qu'en est-il en 2021? Ils sont au Maroc, ils sont au Togo, ils sont au Bénin, ils sont au Rwanda, ils sont au Ghana, etc. Notre université a perdu sa crédibilité, elle a perdu son contrat social. À tel point que, pour nombre d'étudiants bacheliers, et j'en connais, apprendre qu'il a été ou qu'elle a été orientée à l'université Omar Bongo est vécu comme un calvaire. Le paradoxe, c'est que les enseignants font un excellent travail. Le paradoxe, c'est que le gouvernement y met des moyens. Le paradoxe, c'est que l'ambition est là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai une solution, et c'est mon troisième point, pour expliquer cette situation absolument invraisemblable, incroyable et inconfortable. Un jour, en discutant avec des amis, je disais, même Jésus, nommé recteur de l'UOB, il sera crucifié avant que le coq n'ait même chanté une fois. Quel miracle, chers collègues! L'explication que j'ai trouvée, je ne sais pas si j'ai raison, c'est que notre université est gangrénée par la politique depuis 1990. Toutes les écuries ont infiltré l'université, toutes les écuries politiques. Le PDG et ses oppositions sont à l'université et s'affrontent en souterrain. Et c'est ça le problème de notre université. Chers collègues, ma conviction profonde, c'est que Dame UOB, du haut de ses 50 ans, souffre d'une terrible maladie congénitale. Cette maladie s'appelle la politique. Osons le dire. La crise profonde dans laquelle s'enlise notre université n'a pour seule cause et unique explication que la politique. L'immixtion de la politique dans l'enceinte universitaire, au mépris de toutes les franchises universitaires, même les plus élémentaires. C'est en 2012 aux USA que j'ai forgé cette intime conviction. Je vous raconte l'histoire.
comme plusieurs responsables administratifs, pédagogiques et scientifiques, et même des partenaires sociaux, le commissaire général du Centre national de la recherche scientifique et technologique, CNRS que j'étais, a fait partie d'une mission internationale du gouvernement gabonais, conduite par le ministre de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur, de la recherche, de la formation professionnelle, chargé de la culture, de la jeunesse et des sports. Cette mission nous a conduits successivement en France, au Canada, en Chine et aux USA. L'objectif affiché était de nous inspirer des modèles qui marchaient le mieux pour booster la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique au Gabon. Une idée absolument géniale en théorie. On ne s'enrichit qu'en regardant ce qui marche le mieux ailleurs et en important les meilleures pratiques. Au cours de notre étape californienne, nous avons été reçus à l'UC Berkeley par un représentant de l'administration avec qui nous avons échangé de longues minutes sur les problèmes d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et de formation professionnelle et sur l'objet de notre tournée internationale pour chercher les solutions visant à améliorer le dispositif national, comme je vous l'ai dit ici. Donc, au cours de notre échange, le ministre, impressionné par l'Amérique, qui ne le serait pas, subjugué par la réputation de l'UC Berkeley et par l'envergure internationale de cette université, a donc demandé à notre interlocuteur ce que nous, au Gabon, pouvions faire pour arriver à un niveau équivalent à l'horizon 2025. Chers amis, mesdames et messieurs, notre hôte, un quinquagénaire affirmé, franchement désarçonné par le caractère aussi imprévisible qu'invraisemblable de cette question, a répondu dans un anglais très compréhensible, articulé, des propos que n'importe qui pouvait comprendre, mais qui nous ont été traduits aussi en ces termes. Vous ne pouvez pas arriver à ce niveau. Vous ne pourrez pas arriver à ce niveau pour vos universités si vous ne sortez pas la politique de l'université. L'université est autonome. Elle est libre. Voyez-vous, monsieur le ministre, même le président Barack Obama, tout puissant président des USA qu'il est, n'a aucun pouvoir ici à l'UC Berkeley. Il ne peut rien dicter, pas même d'essayer d'imposer quelqu'un dans l'administration. Ça n'est pas possible. Ce n'est même pas envisageable. Les organes de l'université sont autonomes et ce sont ces organes qui garantissent son fonctionnement. De ce que nous savons de certains de vos pays en Afrique, je ne sais pas si c'est le cas du Gabon, il me semble que cela ne soit pas toujours le cas. Il semble que les choses ne marchent pas toujours comme cela. Alors, vous savez, lorsque nous, ici au Gabon, disons quelque chose à nos responsables, on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas. Peut-être par mépris ou parce qu'ils deviennent sourds subitement face à nous. Et quand c'est dit par quelqu'un d'autre, à l'international, alors c'est très clair. J'ai donc jeté un regard furtif du côté du ministre, en ricanant du coin de l'œil, parce que je lui disais ce genre de choses régulièrement. J'ai vu un homme défait. Pour le champ de la politique de l'émergence à la gabonaise qu'il était, le choc était rude. Le monde venait de s'effondrer à ses pieds. Et pour moi, au contraire, c'était le paroxysme du bonheur, tant ce collègue américain venait, sans le savoir, d'asséner l'argument décisif pour soutenir ma vision des choses dans ma confrontation permanente avec le ministre. Ceux qui le savent, savent. Sur la place de l'université et sur la recherche scientifique au Gabon. Ce fut d'ailleurs la fin de notre entretien. Jusqu'à l'hôtel, le ministre est resté muet. L'homme qui était si sûr de lui et convaincu d'avoir raison sur tout, et surtout sur le temps et sur l'histoire au Gabon, venait de recevoir un hypercute qui le mit KO. Il venait seulement de comprendre la différence qu'il y avait entre incantation prophétique et réalité d'un projet d'université comme fondement de développement d'un pays. Le lendemain, je pense que nous étions arrivés à l'étape de San Francisco. J'ai fait profil bas et étouffé ma jubilation pour ne pas vexer encore plus le ministre. Je dois avouer que malgré nos nombreux désaccords, ce ministre était un homme convaincu par ce qu'il faisait.
Il avait une vision qui ne demandait qu'à être renforcée, malgré son refus systématique de la critique. C'est donc fort de cette conviction qu'au cours de la réunion de débriefing qui suivit, j'avais tenté d'atténuer sa déception après notre passage à Berkeley. J'ai expliqué au ministre que l'UCIT Inter d'aujourd'hui est le résultat d'un travail de fond, de très longue date, basé sur une vision d'excellence. Il faut d'abord la vision. Quels sont les objectifs et quels sont les moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif? Pour l'université gabonaise, lui avait dit, c'est ce travail de fond dont il devait poser les jalons et que les résultats se verraient peut-être dans un siècle. Or, un ministre, ça joue sur le court terme. Ça veut des résultats immédiats. Et ça, c'est pas possible pour l'université. Pour un seul mandat de ministre, une transformation spectaculaire de l'UOB en UC Berkeley n'est pas possible. J'ai voulu vous raconter, mesdames et messieurs, cette anecdote pour montrer le fossé abyssal qui existe entre un modèle, ici l'UC Berkeley, et les USA, et un contre-modèle, l'UOB et le Gabon. Dans un cas, on a un pays développé et une université de classe mondiale, totalement autonome et indépendante de la politique telle qu'on l'a subie à l'UOB. Et telle qu'on l'a créée aussi, parce que l'UOB est une usine. De l'autre, une université d'un pays en développement qui se cherche désespérément une voie et qui peine à imposer sa lumière dans la caverne. Je fais allusion à l'allégorie de la caverne de Platon. Plus de 50 ans après sa création. Cette anecdote, chers collègues, montre que le problème de l'Université Omar Bongo, c'est d'abord avant tout l'inclusion de la politique dans l'enceinte universitaire. Par respect pour mon grand frère, que vous connaissez tous, je me suis refusé de vous raconter ce qui s'était passé, de vous rappeler ce qui s'était passé ici en 1994, lorsqu'un recteur, un professeur de son État a été livré aux chiens. Et si, c'est la dernière partie, et si on osait une autre UOB pour son centenaire, ce sera en 2071. Les gens qui ont mon âge ne seront sûrement plus vivants. L'image qu'offre notre chère UOB à son cinquantenaire est peu reluisante. Depuis sa création, elle n'a pas cessé de connaître des problèmes importants, malgré des résultats, malgré tout spectaculaires. Mais quand on a touché le fond, on ne peut que remonter, et je sais que l'Université Omar Bongo remontera. C'est ce destin que je souhaite pour notre université, pour que les célébrations de son centenaire soient hautes en couleur et à la mesure des attentes. Je voudrais, chers collègues, partager avec vous cette vision d'une université Omar Bongo rayonnante et dont la lumière éclatante éclaboussera l'Afrique et le monde du futur. À mon sens, voici les 10 grands chantiers et les travaux d'Hercule pour réinventer l'université Omar Bongo. 1. Mettre à jour et à niveau son organisation. Depuis la création de l'université gabonaise, son organisation est restée quasiment figée. Or, cette organisation figée du siècle dernier n'est pas compatible ni avec une mise en œuvre efficiente de la réforme LMD, ni avec l'objectif de son adaptation aux nouvelles exigences diverses et variées. Nous sommes dans une concurrence mondiale. Avec cette écurie, ça n'est pas possible. 2. Mettre en place un modèle de gouvernance participative. La mise en œuvre d'une politique volontariste qui aille au-delà de la simple gestion technocratique des urgences, comme je l'ai dit tout à l'heure, et des contraintes extérieures, et qui mette en œuvre les projets des acteurs de terrain. Cela suppose un fonctionnement plus démocratique et plus collégial, impliquant l'ensemble des parties prenantes. C'est cela les défis majeurs de l'Université Omar Bongo, dans le contexte de crise multiforme que nous connaissons. Une gouvernance transparente, basée sur des règles claires, connues de tous, permettant une gestion à la fois proche du terrain et structurée pour l'efficience. Et la condition indispensable à l'adhésion de tous. L'adhésion de tous à un projet d'établissement. Réinventer son offre de formation. Je parlais tout à l'heure de la terrible inadéquation formation-emploi. Nous sommes arrivés au LMD. Mais notre LMD, en réalité, il ne s'agit que d'un tour de passe-passe. On a repeint en blanc les murs qui étaient en noir. Ce sont les mêmes parcours de formation. Ce sont exactement les mêmes référents. Mais quand on fait comme ça, on ne pense pas à notre pays. On ne pense pas à nos étudiants.
Il s'agit donc, à partir de programmes quinquennaux, de concevoir des cursus de formation permettant aux étudiants de se positionner dès leur sortie comme des offreurs de compétences et non comme de simples demandeurs d'emploi au chômage. Redonner à la recherche scientifique la prépondérance qu'elle mérite. Si les enseignants-chercheurs de notre université mènent une recherche respectable, matérialisée notamment par une inscription massive sur les listes d'aptitude du CAMES et les concours d'agrégation, il ne reste pas moins que cette recherche est peu visible, peu crédible, avec un impact sociétal quasi nul. Cette recherche est de plus quasi invisible dans tous les classements webométriques des universités mondiales. Il s'agit donc de construire la nécessaire inter- et transdisciplinarité des programmes et des actions à mener en répondant à des enjeux sociétaux et en articulant des communautés scientifiques diverses et variées. Rompre avec la fracture numérique. L'université Omar Bongo est restée jusqu'ici en marge de la transition numérique. Elle n'a même pas été capable de s'opposer à la Covid en poursuivant normalement ses activités. Il n'y a pas un serveur. C'est invraisemblable que nous n'ayons pas une plateforme de cours en ligne comme n'importe quel établissement, même de bas étage, à une époque où un ordinateur n'a jamais coûté aussi peu cher. Donc, le grand objectif ici est de développer et d'amplifier les formations aux pédagogies innovantes, adossées au numérique, pour amener les étudiants, les enseignants-chercheurs et les personnels administratifs et des services à disposer d'une formation appropriée aux ressources numériques, d'anticiper l'installation sur le campus et réfléchir à la place des pédagogies innovantes. Très rapidement, disposer d'un véritable budget annuel, monsieur le recteur, je sais que vous ne l'avez pas, mobiliser les alumni et le fundraising, non pas seulement parce qu'on veut célébrer le cinquantenaire et qu'on souhaite leur participation. Les alumni doivent faire partie des organes de gestion de l'université. Alors ils vont soutenir, ils vont aider l'université. Ils vont trouver l'argent pour suppléer les efforts du gouvernement. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Le ministre l'a rappelé tout à l'heure. Mettre en place un nouveau mode de recrutement des enseignants-chercheurs et des chercheurs ouvert à l'international. La science n'a pas de frontières. On ne peut pas prétendre être une université de référence et se contenter simplement des nationaux, des amis politiques ou autres. Améliorer la vie étudiante, je l'ai dit tout à l'heure. La vie étudiante, c'est des emplois étudiants, c'est le logement étudiant, c'est les activités socio-culturelles et sportives. Regardez où nous en sommes. Quand on avait Mbala ici, quand on avait Nzimba Basket, Nzimba Hand, Nzimba Foot, quand le campus était vivant. Mesdames et messieurs, la contrepartie d'une telle démarche de rénovation de l'université Omar Bongo, c'est l'engagement de l'État pour la construction de nouveaux campus, de vrais campus à l'image de grandes universités qui nous font tant rêver. Il y a de la place entre Libreville et Kango, et même au-delà sur l'étendue du territoire. On peut construire de grands campus si notre ambition est de faire de l'université gabonaise une référence mondiale. Conclusion, monsieur le recteur. C'est quelques lignes. Chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai voulu montrer ici en quelques minutes mon vécu de l'université Omar Bongo. D'abord comme étudiant de 1987 à 1991, puis comme enseignant-chercheur à partir de 1999, comme professeur titulaire depuis 2011, comme expert en réforme des secteurs d'enseignement supérieur et de recherche depuis plusieurs années, et enfin, comme gestionnaire d'organismes d'enseignement supérieur et de recherche au double plan national et international depuis une vingtaine d'années. Grâce aux différentes fonctions ainsi assumées, j'ai eu le privilège de voyager et de découvrir d'autres horizons, d'autres universités et que dire, d'autres certitudes. De toutes ces expériences, j'ai appris que l'université et plus globalement l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont de nos jours considérés par les économistes comme le vecteur de croissance économique. Dis-moi le classement de tes universités et je te dirai quelle est ta place dans l'économie mondiale. Voilà ce qui se dit. Aucun pays au monde ne peut prétendre à l'émergence de son économie ou à son développement en marge de l'université. Le Gabon, notre très cher pays, ne pourra pas faire exception à cette règle cardinale s'il veut un jour exister dans le concert des nations de gouvernance mondiale. Le vœu que je formule en concluant ce propos, c'est que nos autorités politiques intègrent durablement cette exigence et qu'elles arrivent à poser les bases de la construction de l'université gabonaise des futures générations. Je
Je l'affirme avec un excès de foi sans doute. L'Université Omar Bongo, et à travers l'Université gabonaise, n'est pas à réformer. Elle est à réinventer. Mutatis mutandis. Il reste que toute initiative politique, même la plus pertinente et la plus salutaire du gouvernement ou de l'État, sera vouée à l'échec si elle n'est pas comprise et intégrée par les parties prenantes qui ont un rôle crucial. À cet égard, la responsabilité des universitaires et de l'université est engagée. L'université, chers collègues, doit sortir de sa tour d'ivoire pour se remettre au service de notre pays, au service de la société gabonaise, au service de l'universel. Je vous remercie.